Bernard Capras. Ça fait la troisième fois que tu viens dans le fauteuil, pour mon plus grand plaisir. Troisième roman. On avait débuté avec Le Cahier Orange, qui a été un succès de librairie. Oui. Et il y a eu La Dérive des sentiments, qui est dans l'Ardenne profonde aussi. Et puis apparaît donc ton nouveau roman, Le Testament inattendu. Dans la construction du roman, il y a quelque chose qui m'a agréablement intrigué, mais je vais surtout te demander quand est-ce que l'idée de ce roman s'est pointée. En fait, j'ai suivi une pente un peu dangereuse, dans la mesure où ce sont les lecteurs du premier livre qui, de manière assez insistante, m'ont demandé de donner une suite à cette histoire. Et donc, j'ai hésité pendant un certain temps, voire un temps certain, puisque, comme tu le rappelles, j'ai écrit La Dérive des sentiments, et finalement, je me suis résolu à leur donner satisfaction. Voilà l'origine du livre. Et dans le même temps, je ne voulais pas que ce soit une suite qui impose nécessairement la lecture du premier livre pour comprendre ce qu'il en était de ce troisième roman. Donc, Le Testament inattendu peut se lire de manière totalement indépendante par rapport au premier, même si des personnages importants de ce premier livre, pour citer leur nom, Anton Scarzini et Diane Capon, se retrouvent dans mon nouvel opus. Mais donc, le lecteur peut l'aborder sans aucune difficulté. Les quelques réminiscences importantes par rapport à la première histoire sont cernées en quelques pages tout au début de ce livre. Mais l'origine, c'est cela, en fait. Et puis, j'avais aussi l'intention de brosser en toile de fond, comme je l'avais fait déjà dans la Dérive des sentiments et dans Le Cahier Orange. J'avais donc l'envie de tracer en toile de fond un panorama historique que j'ai situé en Ukraine et en Russie, et d'ailleurs dans une époque bien antérieure, puisque à un moment donné pendant la guerre, et puis dans les années 90, au moment où la Russie soviétique s'effondre. Et je me suis rendu compte d'ailleurs que ce fond historique avait de manière indiscutable des prolongements par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Donc voilà un peu le contexte pour répondre à ta première question. Parce que donc, on est dans le premier ouvrage, Le Carnet Orange, on a La Dérive des sentiments, il y a le troisième, tu as raté une carrière de notaire presque. Oui. Parce que tu es toujours dans cette ambiance feutrée, un petit peu des grandes familles, les grands héritages, oui, les transmissions de patrimoine. Oui, effectivement. Donc, le milieu familial, la complexité des personnages dans ce type de milieu ressortent indiscutablement dans les trois livres. Et dans le troisième, tout part d'un testament, celui du comte Émeric d'Autremont, qui est un homme flamboyant, fortuné, et qui va léguer la quasi-totalité de sa fortune à Anton Scarzini, cet avocat new-yorkais que l'on trouve donc dans le premier livre, au détriment d'ailleurs de ses héritiers naturels. Et donc le lecteur découvrira dans le livre les raisons pour lesquelles ces héritiers sont en quelque sorte évincés, et ils n'ont d'ailleurs pas l'intention de se laisser faire. Donc ça, c'est une première intrigue qui se noue. Et puis, ce conte va désigner un exécuteur testamentaire, ou une exécutrice testamentaire, pour féminiser les noms comme on le fait aujourd'hui, qui s'appelle
Diane Capon. Or, Diane Capon et Anton Scarzini se connaissent bien, et Anton Scarzini est amoureux de Diane Capon sans jamais le lui avoir révélé, lié par des secrets de son histoire. Et donc, que va-t-il se passer avec... Il faut rappeler que lui est aux États-Unis, Oui. et elle a géré ou s'est occupée pendant longtemps du bureau Oui, de Bruxelles. de donc Bruxelles. de cet Qu'elle a avocat, quitté entre-temps qu'elle pour a quitté créer son entre-temps. propre cabinet. Pour créer son propre cabinet. Merci de ces... tu as une bonne mémoire de rappeler cela. Et donc, que va-t-il se passer entre ces deux êtres qui, forcément, vont être obligés de se revoir? Ça, c'est une deuxième intrigue. Et puis, il y en a une troisième. C'est que ce conte va formuler une demande tout à fait particulière. À l'endroit d'Anton Scarzini, il a dit « Je souhaite, et c'est une des conditions de ce testament, que vous fassiez l'impossible pour retrouver une femme que personne ne connaît, y compris d'ailleurs Émeric d'Autremont. Et le lecteur va découvrir aussi pourquoi cette femme est importante. Et Anton Scarzini va la retrouver. Alors que, et Anton, qui est un personnage ultra riche, très riche. Oui, aussi. Ce n'est pas un intéressé. Non, pas du tout. Il n'est absolument pas intéressé par l'héritage. D'où le choix justement du conte. Voilà, il sait qu'avec cet avocat, qu'il a connu par ailleurs, il n'y a aucune tentation, je vais dire, avaricieuse. Voilà. Hein. Et, mais là, c'est subtil de ta part, ça. De pouvoir jouer un petit peu sur ce genre de personnage. Voilà, et au niveau, aussi bien l'américain que le conte en question, qui est hyper fortuné aussi, c'est de pouvoir se mettre sur une balance qui va garder un équilibre incroyable, quoi. Alors que d'un côté, tu as des rapaces qui sont là, qui attendent. Et là, tu vois le plateau qui est là, qui reste en équilibre. Ouais. C'est la façon dont tu le décris aussi, et la relation qu'il y a entre les deux, je vais dire, personnages, les deux plateaux, c'est époustouflant dans la subtilité. C'est gentil de le dire. Et donc, Scarzini va trouver cette femme. Et ça va ouvrir des perspectives absolument inattendues, surprenantes. Et naturelles. Où une gamme importante de sentiments vont se révéler. Et donc, au bout du compte, toutes ces intrigues, la frustration haineuse des héritiers, les relations amoureuses entre Scarzini et Capon, qui n'iront pas d'ailleurs sans quelques rebondissements, la découverte de cette personne et toutes les rencontres qui vont s'en suivre, tout cela, à un moment donné, va converger vers la fin du roman. J'aime ça aussi. Une personne désintéressée aussi. Oui, voilà. Alors là, de nouveau, c'est un personnage solaire, voilà. Cette personne. On peut d'ailleurs observer que dans mes 3 livres, il y a au moins une femme solaire qui est exceptionnelle, qui tient, en fait, je vais dire... Tu avais la maman qui avait tenu son carnet, son cahier orange, elle avait déjà elle. C'est ça, et on retrouve à la fois un personnage solaire, un thème que j'ai abordé finalement déjà, je m'en rends compte, dans mes 2 livres précédents, l'amour maternel, qui est d'une puissance extraordinaire, avec en résonance l'amour filial aussi, et puis, dans ce livre, l'amour tout court, l'amour-passion, avec ce qu'il peut avoir de grandiose et aussi, hélas, de dramatique. Voilà un peu le contexte de ce que j'ai voulu faire, de ce que j'ai voulu décrire dans ce livre. Dramatique. Tu as un côté manipulateur aussi. Parce oui, peut-être. Tu aimes un petit peu justement ce côté, le distiller petit à petit, lui donner de l'amplitude par moment et puis aplanir. Oui. Mais dans tous les ouvrages, tu as toujours cette pointe de drame qui est là-bas. Et dans le dernier aussi, ça termine d'une façon, c'est une apothéose la fin. Mais qui ouvre encore une fois, c'est un tremplin qui se met à vibrer là. Oui, c'est ça.
Et alors, tu vois, ma conviction profonde, c'est que tous les êtres humains ont une part d'eux-mêmes qui est dans l'ombre. Je n'ai pas dit nécessairement une part d'ombre, mais une part qui est dans l'ombre, que personne ne connaît, qui quelquefois est cachée sciemment, pour de bonnes ou pour de très mauvaises raisons. Et là, dans l'ombre, on peut avoir sa part d'ombre. Et on constate dans ce roman que mes personnages répondent aussi à cela. Ils ont ce qu'ils montrent, ce que le monde croit qu'ils sont, et puis on découvre qu'il y a derrière une toute autre réalité, qui s'explique par des circonstances aussi, le climat dans lequel on vit, qui s'explique aussi parce qu'on n'a pas envie de tout dire. Et donc le lecteur va découvrir cela aussi au fil des pages de cette histoire. Tu es sûrement un grand amateur d'art aussi, parce que Oui. tu nous plonges souvent dans des grandes expositions où on Oui. découvre soit l'œuvre, soit l'artiste aussi, Oui. où on devine souvent l'artiste, qui parfois par timidité ou bien reste toujours en retrait. Oui, il y a cela, tu as raison. J'en profite d'ailleurs au détour de l'intrigue, et sans que cela ne gêne celle-ci, c'est très important, mais ça fait aussi partie, ça donne de la chair au roman. J'en profite par exemple pour célébrer un chanteur et un poète russe exceptionnel qui s'appelle Vysotsky, qui a d'ailleurs été marié à une actrice célèbre, une actrice française qui s'appelait Marina Vladi, un garçon exceptionnel qui est mort de son abus d'alcool d'ailleurs, mais auquel, pour lui rendre hommage, plus d'1 million de Russes se sont déplacés à l'époque du communisme. Donc je glisse son nom dans ce roman. J'évoque aussi d'autres musiciens ou des artistes, y compris des artistes de l'époque soviétique. Ça fait partie du décor, comme toute cette ambiance du communisme stalinien et de la chute de celui-ci. Et on peut voir ce que cette époque, cette tyrannie a eu comme conséquence terrible non seulement sur le peuple russe, mais je dirais par ricochet aussi sur les héros que l'on rencontre au fil de mes pages. Lorsqu'on nous attendions ton ouvrage, bien qu'on en parlait déjà, il y a eu cette affaire Navalny, où on a parlé bien souvent que la maman essayait de voir son fils ou la dépouille de son fils, et on voyait qu'elle se déplaçait vers le goulag, vers cette prison tout au nord. Et ce qui m'a surpris à la lecture, je me suis retrouvé avec des images qu'on avait vues à la télévision, ou d'autres images qui nous montraient un petit peu cette ambiance glaciale, froide et tout. Ton personnage, une fois qu'il est libéré, a difficile à quitter cette région-là. Oui, c'est ça. C'est un attachement qui se construit au fil de dizaines d'années. Et dans une région épouvantable que j'ai découvert en me documentant. Voilà, justement, je vais te demander quelles ont été tes sources pour tout ça. Alors, je me suis intéressé au goulag, puisque ça fait partie de cette histoire, encore que si j'en trace, je dirais, la trame dure et tragique, j'évite d'entrer dans des détails sordides ou glauques. Ma documentation, j'ai une Bible, une vraie Bible, papier Bible, qui condense à peu près 1000 pages de témoignages, de témoignages de personnes qui ont vécu le goulag, mais aussi de rapports de police, rapports du KGB, une comptabilité morbide de qui entre, de qui part, comment ça se passe, pour quelles raisons. Est-ce que finalement, au lieu d'éliminer par exemple
des réfractaires au régime ou de ceux qui le combattent, pourquoi au lieu de les liquider tout de suite, on les envoie là-bas? Le plus simple c'eût été de les éliminer immédiatement. Non, on les envoie parce qu'on a besoin de main-d'œuvre dans les mines d'or, pour tracer des routes, etc. Donc tout ça est décrit, mais je vais dire de manière certes réaliste, mais aussi de sorte que ça n'étouffe pas évidemment l'intrigue du roman. Mais donc je me suis beaucoup documenté, et effectivement tu citais le cas de Navalny. Lorsque j'ai vu ces images terribles, je n'ai pas pu m'empêcher de me rapporter à ce que j'avais moi-même écrit et découvert au travers de mes lectures et de ce que ces paysages avaient parfois de grandiose quand même. La nature peut y être exceptionnelle et de terrible. Et voilà, donc ça m'a beaucoup inspiré, beaucoup marqué, et j'ai été incroyablement étonné, surpris de voir comment, dans des environnements aussi durs, avec la nature, parce qu'il peut faire froid d'une façon incroyable, dans des conditions de vie qui sont d'une dureté inimaginable, comment l'homme et la femme arrivent à s'adapter, et comment la morale ordinaire perd tout son sens. On ne peut pas vivre dans des environnements pareils avec les règles morales qui sont les nôtres. Le premier objectif, c'est de survivre, et donc, le cas échéant, avec un égoïsme forcené. S'il faut voler du pain à son voisin pour survivre, on n'hésitera pas. Et donc, il est rare d'avoir des personnes qui puissent avoir dans cet environnement des sursauts d'humanité aussi. C'est ça. Et on comprend cette morale de substitution qui te permet de survivre lorsque l'on voit les conditions dans lesquelles on oblige ces personnes à se débattre et à vivre. Alors, je reviens à ce que tu viens de dire à l'instant, mais c'est surtout dans la construction littéraire. Il y a un gamin qui est sur un coin de table qui est en train de dessiner. C'est prévu, c'est prémédité, tu l'as imaginé, ça fait partie de ton plan, ou parce que c'est un personnage qui devient principal par après. Oui. Parce qu'il va... Enfin, encore une fois, c'est la subtilité de glisser un personnage qui, quelques dizaines de pages après, va être une chrysalide, va sortir dans quelque chose et sera un personnage principal. Mais quand est-ce que ce personnage naît dans le subconscient? C'est une question que je ne me suis jamais posée, en fait. Et donc l'écriture crée le personnage, crée l'histoire. Il y a ça. Il y a évidemment, tu ne peux pas écrire un roman avec, je dirais, la construction parfois un peu complexe qui l'accompagne, sans avoir un schéma de direction. Mais oui, je pense qu'à un moment donné, j'en ai encore fait l'expérience tout à l'heure, puisque j'ai écrit pour un prochain livre, il y a un moment donné où sortent de ta plume des choses, des personnages quelquefois, que tu n'avais pas imaginé au départ. Et puis, en fait, c'est un peu ça l'inspiration, quelque part. Et on se demande parfois d'où ça vient. Moi, je pense que lorsque tu es attentif au monde, lorsqu'on a eu la chance, qui fut la mienne, de lire énormément, tu as en toi des sédiments qui se déposent et qui produisent des images, des personnages, tu as des flashs, tu te rappelles certaines scènes que tu peux alors transformer, améliorer pour les mettre dans ton livre. Avec cette considération à laquelle je tiens, parce que dans ce livre, il y a des personnages solaires, il y a aussi au moins une infinie crapule,
Il y a des personnages qui sont dans la complexité. Moi j'écris, je les décris, je les laisse vivre et je m'empêche de les juger. C'est au lecteur de se faire son opinion, c'est au lecteur de, le cas échéant, s'identifier à l'un ou l'autre personnage ou d'avoir de l'aversion à leur égard. Mais ça, ce n'est pas mon rôle. Il n'y a pas de jugement moral dans mon livre. Et donc, à chacun de se faire son opinion, singulièrement à l'égard des personnages qui peuvent paraître ambigus. Pourquoi le sont-ils? Qu'ont-ils vécu? Qui ont-ils rencontré? Quelles difficultés? Voilà. Et cela, comment dirais-je, je dirais presque, je le jette en pâture au lecteur. Et je lui dis, voilà, faites-en ce que vous voulez. Pensez-en ce que vous voulez. C'est dangereux de jeter en pâture au lecteur, parce qu'encore une fois, tu viens de dire que tu es déjà dans le cadre de l'écriture d'un autre roman qui n'a rien à voir avec celui-ci. Donc ça veut dire que tu t'offres, comme avec La dérive des sentiments, à un moment de respiration, et tu vas peut-être reprendre la fin de ton bouquin maintenant. Dans un... Ce n'est pas impossible, je ne sais pas. Parce que je te dis, tu nous as offert un beau tremplin qui était déjà en train de vibrer, quoi. Oui. Et donc tu t'offres une respiration, heureusement, entre... Oui, et je vais... je ne sais pas si je vais aboutir à la fin du travail que je suis en train de réaliser pour le moment, parce que j'ai changé complètement d'optique. Tu auras observé que mes 3 livres sont écrits à la 3e personne, si je puis dire. Donc, avec le recul de l'auteur, ici, j'écris à la 1re personne, je. C'est une toute autre manière d'envisager les choses. Et c'est pour moi une expérience à la fois au niveau de l'écriture, parce que, évidemment, je dirais, dans l'art de l'écriture, écrire à la 1re personne, c'est pas du tout la même chose que quand que tu contextualises de manière extérieure. Tu es d'emblée dans la tête du personnage. Mais je voulais tenter cette expérience. Ça va pas trop mal pour le moment, mais on verra. Dans 10 ans, quel sera le regard de ton petit-fils qui s'appelle Anton sur l'ouvrage? Qu'est-ce que son papa en dit? Ton fils, qu'est-ce qu'il en... Mon fils est, avec mon épouse, mon premier lecteur. C'est un lecteur impitoyable, heureusement, parce que la tentation des proches, évidemment, c'est toujours trouver très bien ce que le membre de la famille a réalisé. Ce n'est pas du tout son cas. Et donc, il peut avoir un regard terriblement acéré. Et mes livres je les travaille à plusieurs reprises. Je veux dire qu'entre le premier jet et la version finale, il peut y avoir 3 ou 4 écritures différentes. Il y a des personnages que je supprime, par exemple. Voilà, il y a des chapitres entiers qui peuvent disparaître parce que j'essaie de resserrer les choses au maximum et d'avoir l'écriture la plus précise possible. Voilà, ce sont des défis que je me porte à moi-même, et donc de ce point de vue, le jugement de mon fils est très important, et je sais que le petit est attentif. Mon petit-fils, mon dernier petit-fils, a 7 ans, il est tout content de voir que son prénom est dedans. Il m'a d'ailleurs posé la question, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 jours, de savoir si dans mon prochain livre, son prénom serait toujours dedans. Et donc je termine toujours mes livres par des remerciements à l'égard de ceux qui, d'abord au directeur de la collection, les Plumes du Coq, Christian Libens, avec qui j'ai des dialogues exceptionnels, qui est d'un conseil formidable, qui sent les choses. Il t'a privé de combien de pages dans celui-ci? Dans celui-ci, il ne m'a privé d'aucune page. En revanche, dans le premier, il m'avait dit qu'il faut en supprimer 50. Donc tu as été à bonne école avec lui? J'ai été à bonne école avec lui.
Il m'a simplement fait une remarque très très importante, je le dis ici très simplement. Il m'a dit, il faut inverser les 2 premiers chapitres. D'accord. Donc ça c'est assez... Il m'a dit, oui, comme ça, dans le premier, tu mets le... Ils étaient écrits, donc j'ai rien changé à l'écriture, rien du tout. Mais il m'a dit, moi si j'étais toi, j'inverse les 2 chapitres. Voilà, ça, c'est un travail extraordinaire. Et c'est un vrai travail d'édition qui liait ce dialogue avec l'éditeur, avec Olivier Weyrich bien sûr, avec Christian Liebens, et puis il y a les personnes qui non seulement ont lu le livre, mon épouse Sabine, Olivier, ma belle-fille qui est notaire et qui donc m'a donné quelques précieux conseils, puisque un testament, tout de même, ça répond singulièrement à un testament international. C'est le cas dans mon livre, je ne vais pas entrer dans les détails techniques, ils ne sont d'ailleurs pas dans le livre non plus. Mais donc, il y a cette aide qui est importante. Il y a la personne, elle s'appelle Justine, chez Weyrich, oui, Justine Sanglier, qui va veiller à la mise en page correcte de l'ouvrage, qui va le suivre dans toutes ces étapes. Il y a les correctrices, il y a une correctrice indépendante qui fait l'effort ô combien nécessaire de relire le livre, parce que évidemment il peut y avoir des fautes d'orthographe ou de liaison, que sais-je, et donc tout ça, il y a une équipe vraiment. Un livre, c'est un auteur, et puis derrière l'auteur, il y a ceux qui le soutiennent et ceux qui veillent à ce que l'ouvrage soit esthétique, soit de qualité. Et très objectivement, et je ne peux que féliciter, moi, et ce n'est pas de la flagornerie, mon éditeur pour la remarquable conception de l'ouvrage. Déjà, ne fût-ce que la méticulosité pour la couverture, oui. La sobriété, elle est époustouflante, parce que c'est le personnage principal. Exactement. Et donc voilà, par exemple, ça fait l'objet d'un débat. Donc, quelle couverture, comment, j'avais fait une suggestion où il y avait de la couleur sur la première page, et l'équipe de Weyrich m'a dit, écoute, non, on pense que ceci est mieux. Et je dois dire que l'esthétisme de la couverture, et ça correspond très exactement au fond du livre, et la silhouette de la dame est vraiment en perspective avec... Elle est ukrainienne, russe. C'est pas un secret d'État, ça. Non, non, elle est en fait ukrainienne. Hein, elle est ukrainienne. Elle est ukrainienne d'origine. Puis après, il y aura tous les développements tragiques que cette femme va subir. Mais donc, voilà, je crois que j'ai cherché à ménager à la fois l'intrigue. C'est important quand même que le lecteur ne sache pas au départ où on va le conduire. Hein. C'est un peu ça la manipulation dont tu parlais tout à l'heure. Et c'est très très important aussi de sentir, comment est-ce que je vais expliquer ça, la densité des personnages. D'ailleurs moi, plus j'avance, plus je réfléchis à hauteur d'homme. C'est ce que même je dis, parce que tu mets la barre de plus en plus haut. Hein. Ah, ça, chapeau, oui, on sent une progression incroyable malgré tout. Je me demande, mais le 4e, qu'est-ce que ce sera, quoi? Je ne sais pas. C'est au lecteur. C'est un challenge pour l'écrivain aussi, ça. C'est un challenge pour l'écrivain, c'est vrai. C'est un livre qui m'a demandé du travail, vraiment. D'abord un travail de documentation, parce que je veux raconter des histoires aussi. Et je veux raconter des histoires qui tiennent un peu de l'épopée. Voilà. Les 3 premiers sont vraiment dans l'épopée, chaque fois. Oui, ça j'y tiens. Tu sais, Willy, si c'est pour raconter pour la 1000e fois l'adultère dans le 16e arrondissement de Paris, c'est pour moi, en tout cas, c'est pas mon truc, pour parler de manière un peu familière. Donc il faut qu'il y ait, j'essaie qu'il y ait du souffle, je veux que mes personnages entraînent le lecteur dans le temps, dans l'espace aussi,
J'aime les grands espaces, c'est peut-être mon côté ardennais, ça. Hein. Donc voilà, il y a d'ailleurs des scènes aussi très importantes qui se déroulent en Ardennes. Page 173, entre autres. Mais on va laisser la surprise au lecteur. Ouais, ouais. Merci beaucoup, Bernard. Merci, Willy, de m'avoir Et reçu. beaucoup de succès pour ton ouvrage. Merci beaucoup.